Alors bonjour tout le monde. Monsieur honorable Jérémy Adomaou, président de l'APNOD, Madame la présidente du Sénat du Royaume de Eswatini, Messieurs les présidents d'Assemblée nationale et du Sénat de la Gambie, du Sao Tomé-Principe, de la République centrafricaine et de la Zambie et du Zimbabwe, pardon. Avec votre permission, nous allons commencer ce panel qui va porter sur le contexte actuel des crises et le rôle du Parlement. Alors, pour ce panel, nous avions 3 panélistes que je vais me faire le plaisir de présenter très brièvement. Nous avions d'abord l'honorable Éléonore Djoasi, qui est membre de l'Assemblée nationale de Madagascar, qui est au Parlement et qui est présidente de la Commission de l'évaluation des politiques publiques et présidente de l'Alliance parlementaire malgache pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle est également rapporteure de la commission juridique de l'Assemblée nationale et membre de la commission décentralisation. Députée élue sous une étiquette indépendante, elle a auparavant siégé au sein de plusieurs gouvernements en tant que ministre de la Jeunesse et des Loisirs, ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, ministre de la Culture, de la Promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, après avoir été conseiller technique de 2 premiers ministres. Donc, Madame honorable Éléonore Djoasi, c'est un plaisir de vous accueillir au sein de ce panel. Nous avons en outre l'honorable Noël Rossan Gwakuntoé, qui est un analyste économique et ancien député du Burkina Faso de 2015 à 2020. Auparavant, il a été chef du département administratif et financier du secrétariat permanent du programme stratégique de développement de l'éducation de base, coordinateur du réseau des parlementaires burkinabés pour la lutte contre la corruption de 2016 à 2020. Il a été membre du comité exécutif de l'APNOD entre 2019 et 2021 et est membre du Parlement de la CEDEAO et vice-président de la Commission des politiques macroéconomiques et de la recherche économique. Merci, honorable, de siéger au sein de ce panel. Enfin, nous avons l'honorable Isaac Soumou Keliopa, qui est député chair de la Commission de législation des affaires légales et de droits de l'homme au Council of the States de la République de Soudan et qui nous fait aussi l'honneur de siéger au sein de ce panel, même s'il a été sollicité à la dernière minute. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre acceptation à participer à cette discussion. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui porte, comme vous pouvez le voir dans le calendrier, sur repenser l'action parlementaire en réponse aux crises. Depuis hier, dans les discussions, on avait mentionné largement le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui est marqué par une multitude de crises. Et la tendance lourde qui se dessine, c'est que l'avènement de ces crises ne va pas se raréfier, mais risque de s'intensifier. Donc cela nous plonge dans un contexte global d'incertitude, ce que certains appellent une période de paix chaude, par référence à la période de la guerre froide qu'on avait eue auparavant, où on retrouve dans un certain nombre de sociétés des guerres qui se font par procuration entre des puissances qui sont engagées dans cette paix chaude. Et autour de ça, nous avions un certain nombre d'événements comme le terrorisme qui menace un certain nombre de pays et qui s'étend de plus en plus à des pays qui se pensaient épargnés par cette menace sécuritaire.
Aujourd'hui, on a la question de la sécurité alimentaire qui est sur la table et les questions, les crises sociopolitiques comme des coups d'État et tous les événements que nous vivons à la fois en Afrique et en dehors de l'Afrique. Un article qui a été publié très récemment par le magazine Le Point décomptait 40 crises sociopolitiques en 2021, rien qu'en Afrique. Et une estimation du coût du terrorisme montre que le terrorisme a coûté 171 milliards de dollars, dont 13 milliards rien qu'en 2021. Donc, c'est des crises qui viennent, qui ont des répercussions très importantes sur notre capacité de développement, sur les résultats de développement et qui interpellent l'action de l'exécutif, mais aussi l'action du Parlement. Et nous avions discuté ici du rôle fondamental que le Parlement doit jouer pour l'efficacité des actions de développement et ce qui justifie le thème d'aujourd'hui qui porte sur la nécessité de repenser l'action parlementaire. Alors, nous allons avoir une session de questions-réponses avec les panélistes. Donc, je vais vous poser, nous avions 5 questions, donc je vais vous poser les questions. Vous aurez l'opportunité de répondre en fonction de votre intérêt à la question. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais vous êtes conviés à répondre aux questions lorsqu'elles vous seront posées. Et à la suite de cette discussion qui va durer au total 20 minutes, nous allons laisser la parole à l'assistance, à l'Assemblée pour des questions et des commentaires additionnels. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la première question qui porte sur les fonctions parlementaires. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que dans le contexte actuel, compte tenu de ces crises, quels sont les effets, les enjeux, l'influence que ces crises ont sur le processus de législation qui fait partie des fonctions parlementaires? Nous avions 3 fonctions, la fonction législative, la fonction de contrôle de l'action gouvernementale et la fonction de représentation. Et la première question, c'est de savoir, est-ce que la crise a une influence sur le processus de législation au sein du Parlement? En gros, ce que nous voulons savoir ici, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un autre Parlement, un autre type de Parlement pour mieux faire face aux crises? Est-ce qu'on a besoin d'un autre type de parlementaire pour mieux faire face aux crises, spécialement quand il en vient à la fonction de législation? Donc, vous avez la parole, panéliste, pour qui veut la prendre. Point of order. Point of order. This is an appeal. Out of time. I think the presenters must be, scheduled in terms of time limitation. And also during the plenary, members can have time to make comment or ask questions. I think we need to improve on our time management. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un rappel pour nous tous et pour les panélistes. On va essayer de gérer le temps pour avoir suffisamment de temps pour la discussion avec l'Assemblée. Donc, je vais vous laisser la parole. Nous avions 20 minutes de discussion au total. Donc, pour la première question, 3 minutes pour chacun des intervenants. Madame Éléonore, Merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir convié pour m'exprimer dans ce panel. Je saisis l'occasion pour saluer tous et toutes qui sommes participants à cette conférence, et en particulier les présidents d'Assemblée et de Sénat. L'action parlementaire en temps de crise
pour moi, elle est la même que l'action parlementaire en temps normal, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous sommes toujours donc chargés de la confiance de nos élus pour les représenter. Nous avons à voter les lois et bien entendu à contrôler l'action gouvernementale. C'est le contexte qui change et c'est notre responsabilité par rapport à cela, l'implication de ces fonctions qui changent. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes effectivement appelés, en particulier en temps de crise, à être conscients de ce qu'implique le fait d'être parlementaire. Nous avons cette mission d'être soucieux de l'intérêt de la population, des électeurs, de l'intérêt général, même si parfois, les orateurs précédents l'ont mentionné, il y a un fait majoritaire qui nous appelle à soutenir l'action gouvernementale. Soutenir l'action gouvernementale ne signifie pas abonder à 100% dans le sens de ce que le gouvernement veut. Ça ne signifie pas ne pas avoir l'esprit suffisamment critique lorsque les choses se présentent qui sont en contradiction avec l'intérêt général ou l'intérêt des populations. Et donc, en temps de crise, le parlementaire doit être apte à s'exprimer davantage, à interpeller lorsqu'il le faut, et surtout à rappeler que même s'il y a une situation d'urgence qui fait que le pouvoir exécutif prend les choses en main sans nécessairement passer par le processus législatif, que nous, parlementaires, sommes là, attentifs, et surtout que nous serons là pour le contrôle. Il faut que ces choses-là soient ancrées dans la compréhension de tout un chacun par rapport à la mission qui est celle du parlementaire. Et enfin, ce que je dirais aussi pour compléter, j'espère que je n'excède pas les 3 minutes, c'est que, en tant que parlementaire, donc, nous avons cette obligation, et spécifiquement en temps de crise, à construire notre information, à aller chercher l'information pour justifier ou interpeller l'action gouvernementale lorsque le moment sera venu de le faire. C'est important d'avoir cette capacité, d'avoir cette volonté, cette détermination à rester critique, à avoir du recul et surtout à ne pas nous départir de l'intérêt de nos populations, de nos électeurs. Voilà ce que je pourrais dire sur l'action parlementaire en temps de crise. Merci beaucoup, honorable. Vous aviez soulevé une question très importante. En temps de crise, même s'il y a des actions urgentes qui sont prises, il est important que le parlementaire reste attentif, puisse agir pour contrôler les actions qui sont menées et faire preuve de volonté et d'engagement vis-à-vis de l'intérêt général. Honorable Toué. Merci bien, monsieur le modérateur. Merci aux participants pour leur participation active à cette 7e Assemblée générale annuelle. Comme vous le savez, les fonctions parlementaires sont consacrées par la Constitution, voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Et comme l'indique notre thème, dans un contexte de crise, il y a des décisions urgentes qui sont prises par le gouvernement pour pouvoir faire face aux conséquences et aux effets induits de la crise. Ce qui amène à prendre des décisions qui ont un impact sur le budget, l'autorisation que le Parlement a donnée en début d'année à travers la loi des finances initiale pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques au profit de la population. Et ces décisions sont prises dans l'urgence à travers des décrets d'avance et il appartient aux parlementaires, dans la loi de finances rectificative qui sera présentée, qui doit être en corrélation avec le document de programmation économique et budgétaire pluriannuel,
et où le débat se mène. Ce document est présenté avant le 30 juin de l'année en cours. Ça, c'est le principe du budget programme. Et les stratégies sont développées, les tendances budgétaires sont définies, et les choix stratégiques sont présentés, et les politiques publiques qui doivent être menées sur les 3 années sont présentées aux parlementaires. Et c'est en ce moment que, c'est vrai, ce n'est pas suivi de vote, mais il y a un débat de fond qui est mené. Et pendant la session budgétaire, comme je le disais, il y a un certain nombre de documents qui accompagnent la loi de finances initiale, qui est le rapport annuel de performance, qui présente les indicateurs d'impact, les indicateurs d'effet. Et cela permet aux parlementaires de mieux apprécier l'impact de ces politiques publiques. Et donc, avec les changements et les décisions urgentes qui sont prises avec la survenue de la crise, et doit amener les députés à être regardants sur les cibles initiaux qui ont été prévues. Et aussi, comme nous l'avons constaté avec l'avènement de la Covid, ça a mis en nu un nombre de systèmes qui étaient les fondements des modèles de développement. Il y avait la mondialisation avec la crise de Covid-19. Nous avons vu que toutes les stratégies qui étaient pensées sont à revoir parce qu'il y avait la fermeture des frontières, chaque pays s'est replié sur lui-même. Et du coup, ça nous, en tant que parlementaires africains, ça nous ramène à repenser notre stratégie et notre modèle de développement pays et continental. Et aussi, comme je l'ai dit, comme nous l'avons cité, la crise ukrainienne, la crise géostratégique qui s'est invitée en Ukraine, comme vous l'avez dit, une guerre par procuration, et nous amène aussi à voir que nos politiques en matière de sécurité alimentaire ne répondent pas aux besoins de nos populations, malgré l'énorme potentiel que nous avons. Donc, en votant les lois de finances, en analysant les politiques publiques conduites par le gouvernement, nous devrons travailler à influencer l'allocation budgétaire dans le sens de renforcer notre souveraineté en matière en ce qui concerne les secteurs qui sont touchés par les différentes crises qui sont nées. Et aussi, comme nous l'avons dit, la crise sécuritaire qui contraint les pays à revoir un peu leur politique de développement. Je prends par exemple le cas du Burkina Faso avec la crise sécuritaire, a amené le Burkina Faso à allouer beaucoup de ressources au secteur de défense et de la sécurité pour pouvoir faire face à cette crise. Du coup, les secteurs stratégiques qui sont vecteurs de croissance sont délaissés au profit de la sécurité. C'est vrai, on dit sans sécurité, il n'y a pas de développement, mais nous nous rendons compte que le problème n'est pas que financier. Et du coup, le développement, les préoccupations qui sont laissées créent encore d'autres problèmes. Donc, nous étions obligés d'interpeller le gouvernement pour qu'il y ait des programmes de développement dans les zones où il y a l'insécurité, où il y a la crise sécuritaire, pour répondre à un certain nombre de préoccupations de la population. Donc les deux doivent aller de pair. Et il faut non seulement régler le problème sécuritaire en allouant plus de moyens, mais aussi il faut trouver beaucoup d'autres ressources pour impulser une dynamique de développement dans ces zones qui se disent délaissées par le gouvernement et ils ont leurs préoccupations qui ne sont pas satisfaites. Donc voici un peu ce que je pourrais dire en ce qui concerne l'impact de ces crises sur la fonction législative, mais ces crises doivent être une opportunité pour nous, pays africains, pour revoir
notre stratégie de développement, le modèle social et économique que nous voulons construire pour l'Afrique. Et ne voyons pas en cette crise des difficultés. C'est une opportunité. Ça doit nous amener à repenser comment conduire nos politiques publiques pour être efficaces et efficients pour non seulement nos pays de manière singulière, mais pour le continent de manière générale. Merci beaucoup, honorable. Donc, votre intervention insiste sur le fait que face à la crise, l'action du Parlement peut permettre une allocation budgétaire qui répond à la fois aux préoccupations en matière de souveraineté, en répondant aux questions de sécurité, mais en veillant en même temps à proposer des réponses efficaces aux questions de développement social, économique dans les régions. Alors, je vais maintenant me tourner vers honorable du Conseil des États de Soudan. Dans le contexte particulier du Parlement du Soudan, comment vous aviez vécu les différentes crises? Comment est-ce que ça a affecté les différentes fonctions, la fonction législative, mais aussi l'action de contrôle, la fonction de contrôle de l'action gouvernementale et les fonctions de représentation auprès des populations? Comment est-ce que cela se présente dans le cas concret de votre Assemblée? Thank you, the moderator. In the interest of time, all the protocols are observed. In fact, Mr. Moderator, our situation in South Sudan is a bit unique. I will mention 3 important events that took place in South Sudan right after our independence. Barely 1 year down to our independence, that was in 2012, our government was obliged to go for austerity measures. And that austerity measures was taken based on the findings that our government had by then, including its parliament. You know, right forward after our independence, we felt that we were being cheated by North Sudan, whom we break from, in terms of our oil exploration and production. So we felt that if the situation is allowed to continue like that, we will be at a losing end. So with that, the parliament and the executive became convinced that if the production is going on, we are losing. And if we stop the production, we are also losing. So with that, we thought it better that we stop the production so that we see way forward how to reach an agreement with our partners in North Sudan. So with that, we were able to conclude a cooperation agreement in 2012 itself. Now, what does the austerity measure dictate on the budget of the nation? One important component of the budget, which is Chapter 2, which is meant for development, was scrapped out of the budget simply because of the austerity measures. With that, of course, the parliament played a major role in approving the austerity measures based on the findings that we have. That is one incident. The second incident is the conflict of 2013, which all of you know what happened in the Republic of South Sudan in 2013. There was a civil war. So the role of Parliament in this situation was that, because by then the narratives of the causes of the war was taken wrongly, especially by international media. So the Parliament felt that we have an obligation to correct that narrative. So we embarked on rigorous parliamentary outreach.
We visited all countries neighboring South Sudan, and we sent delegations to the partners who are under EU to explain the real causes of the war and the position of the government. That is a set 2 of the incident. The last one was the devaluation of our currency in 2014. So all those events that happened one after another have left negative impact on the function of the parliament. However, what happened was that in terms of our function of legislation and control, there was no much negative impact on it because we continue working as normal. But for our representational function, in which we are supposed to be visiting our constituents normally during the recess, was affected. Why? Because the government was not in a position to offer the parliamentarians the recess allowance so that they visit their constituencies and engage with the members of their constituencies. However, at a limited level, the parliamentarians resort to making use of their members of the constituents who are within the periphery of the capital. So that was how those incidences that happened in our country affected our performance, but mainly in terms of our engagement with our constituencies and our communities. So, because of time factor, I beg to stop here, unless if there's something later on, I will have to. Thank you. Merci beaucoup, honorable. Votre intervention me permet de faire une transition vers la question suivante parce que vous aviez relevé toute la problématique de la relation entre le parlementaire et la communauté qu'il ou elle représente et qui peut être rompue ou brisée en cause de la crise. Et on l'a vu à travers les manifestations de terrorisme, mais aussi à travers la crise de Covid. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est dans ces situations où la crise affecte une de ces fonctions, quelles sont les actions, les moyens dont vous disposez pour pouvoir répondre à ces fonctions-là. Dans le cas précis, des exemples que vous aviez déjà vécus, comme ça a été présenté dans le cas du Soudan, dans le cadre de la crise de Covid ou d'autres crises que vous aviez vécues dans vos parlements, quels sont les moyens d'action dont vous disposez pour faire face à ces situations-là? Je vais interpeller l'honorable Djiwazi. Oui, alors quand on parle de crise, il y a des crises qui sont prévisibles et d'autres qui ne le sont pas. Et aussi, il y a des crises endogènes et exogènes. Mais d'une manière générale, l'action parlementaire comme l'action gouvernementale, vous connaissez l'adage que gouverner, c'est prévoir, c'est aussi d'essayer d'anticiper et de voir déjà par quels moyens enrayer les crises potentielles qui peuvent intervenir, soit pour des raisons économiques, sanitaires ou sécuritaires. Donc, le parlementaire, qu'est-ce qu'il peut faire en termes d'anticipation? L'une des plus grandes actions parlementaires, c'est le vote de la loi des finances, c'est le budget de l'État. Et donc, le budget doit correspondre déjà à la réalité nationale, mais aussi anticiper sur tout ce qui est besoin, qui pourrait intervenir, de manière à éviter qu'il n'y ait, par exemple, des crises internes de soulèvement, etc. Et par rapport à cela, le parlementaire doit être impliqué à tous les niveaux, mais pas seulement au moment du vote. À Madagascar, nous avons, depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans, mis en place les conférences budgétaires régionales où, au niveau de leur circonscription, les parlementaires et d'autres élus d'ailleurs sont impliqués
pour que la formulation du budget de l'État prenne en compte déjà tout ce qui peut être anticipé sur les besoins de leur région et circonscription où ils ont été élus. Par ailleurs, au moment du processus d'adoption de la loi des finances, il y a bien entendu toute la discussion en commission, et là encore, les parlementaires doivent, je le disais tout à l'heure, avoir cette volonté et cette responsabilité d'aller chercher l'information pour savoir quel serait l'impact du budget qui va être voté en termes d'inflation, en termes comment dirais-je, de relations commerciales sur le plan international, etc., par rapport à ce que la région ou la sous-région ou sur un plan plus global pourrait avoir comme réalité économique et qui devrait être prise en compte dans l'analyse macroéconomique de ce type de budget. Donc, lorsque l'on parle de vote, je le disais tout à l'heure, il y a une implication de se documenter, d'anticiper, de voir les implications de telle sorte que, au moment du vote, la loi qui sera votée soit utile et réponde vraiment aux besoins et à la réalité nationale et puisse déjà anticiper et éviter des crises. Après, des crises comme celle de la Covid, par exemple, ne pouvaient absolument pas être anticipées. Et là, l'action parlementaire, comme je le disais tout à l'heure, va surtout prendre toute sa mesure dans l'aspect contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai que les crises appellent à des prises de décision urgentes et voilà, mais qu'elles soient urgentes peut aussi être l'objet d'un abus. Ça peut être à ce moment-là que différents responsables à différents niveaux insèrent des éléments qui n'ont pas lieu d'être dans l'action qui est prise dans l'urgence. Et donc le parlementaire doit être attentif, il doit être dans la rigueur aussi de ce qui a été adopté et de ce qui va devoir être régularisé par la suite et qui passera nécessairement par l'action parlementaire, et que le parlementaire doit être prêt à interpeller, à aller s'appuyer sur les outils dont il dispose en termes de commission d'enquête, de questions orales, de questions écrites que lui permettent les textes pour voir à quel niveau l'action gouvernementale a pu être correcte et à quel niveau elle a pu ne pas l'être et ne pas répondre aux besoins de la population. Ça, c'est les moyens dont nous disposons donc pour faire en sorte que les crises ne soient pas l'occasion d'abuser de la situation. Et enfin, pour terminer sur les moyens dont nous disposons, c'est aussi de rester focalisé sur l'objet de cette fonction parlementaire. C'est, en ce qui nous concerne à Madagascar, notre objectif global pour tout ce qui est action publique, c'est le développement. Et il peut y avoir des actions qui sont bien menées, dont le financement a été correctement opéré, mais qui ne mènent pas vers le développement, mais qui sont des dépenses, je dirais, inutiles ou en tout cas qui ne sont pas dans l'intérêt. Et donc, à ce moment-là, le parlementaire doit être focalisé, disais-je, sur le fait que l'action publique réponde à une problématique publique et amène vers le développement. Il ne faut pas que dans l'urgence, on soit amené à prendre des décisions qui soient, je dirais, comment dirais-je, qui ne soient pas pour l'intérêt général, qui ne soient pas dans le sens du développement pour lequel les populations ont confié la responsabilité aux dirigeants du pays. C'est vraiment un rôle de garde-fou que nous devons jouer aussi dans des circonstances qui, autrement, pourraient ouvrir la porte à des actions malheureuses pour nos pays respectifs et en tout cas qui appellent notre responsabilité. Vraiment, nous devons être complètement et entièrement responsables devant nos populations
quant au contrôle de l'action gouvernementale, quant à l'orientation de l'action gouvernementale. Et donc, le dernier outil que je mentionnerai en termes de gestion de crise, c'est l'évaluation. C'est savoir à quoi va servir l'action publique, quels sont les objectifs et est-ce qu'ils sont atteints. Et nous devons nous doter de moyens de l'évaluation, des preuves qui sont à notre disposition, des informations que nous pouvons trouver pour confronter et apprécier l'action gouvernementale de telle sorte que nous restions vraiment dans le cadre du développement du pays que nous représentons. Merci beaucoup, honorable. Donc, je retiens essentiellement de votre intervention que l'action du parlementaire doit être préventive à la fois que curative. Donc, préventive donc, pour s'assurer que les crises ne viennent pas et donc utiliser tous les leviers dont le parlementaire dispose avec les conférences régionales, les commissions d'enquête, les questions orales et surtout travailler, et je crois que hier l'honorable président Jacob Francis mentionnait la question de l'éthique du travail au niveau du Parlement. Ce que vous venez de dire nous montre qu'en période de crise, il faut que cette éthique du travail s'exerce réellement pour qu'il y ait à la fois prévention et gestion de la crise pour s'assurer qu'on garde le cap. Très rapidement, je vais vous interpeller si vous aviez des éléments complémentaires là-dessus, honorable Monsieur Toé, pour juste 1 minute. Merci bien, Monsieur le modérateur. Pour ce qui concerne cette préoccupation, je voudrais ajouter que le parlementaire se trouve pris en otage entre les besoins des vaillantes populations et les mesures que le gouvernement souhaiterait prendre pour pouvoir répondre aux préoccupations et le parlementaire qui doit exercer sa fonction en toute conscience, en toute indépendance. Donc, il faut trouver un juste milieu entre les 3 positions pour pouvoir mieux autoriser le gouvernement dans l'exécution de ses tâches. Mais à ce niveau, dans la fonction de contrôle de l'action gouvernementale, il y a un problème parce que les crises ont un caractère limitatif. Je prends par exemple le cas de l'insécurité. Et si le Parlement souhaiterait faire une mission d'information ou une commission, mettre en place une commission d'enquête parlementaire, et le choix de l'échantillon posera problème parce que le parlementaire serait limité dans ses déplacements sur l'ensemble du territoire national. Donc, ça va un peu limiter l'exhaustivité de la mission à accomplir. Merci beaucoup. Merci. Honorable Soumou Keliopa, just in 1 minute, your thoughts on the means, the available resources that you have within your parliament to manage the crisis or to prevent the crisis. Okay, thank you, Mr. Moderator. In fact, to be honest, by law, Parliament is supposed to be funded from the consolidated funds. But with the situation we have in our country, it is not possible. So sometimes we may come up with some initiative, and those initiatives need to be funded by the Minister of Finance. Sometimes it takes time for the funds to be released. So this may affect the programs of the Parliament as well. But all in all, as I said before, we are immune to this situation and we are moving on with it, though with some difficulties that I have stated before. Thanks. Merci beaucoup. Votre intervention va dans le même sens que
la question de la prise en otage du parlementaire dans sa position avec l'exécutif, dans sa fonction ou sa relation avec les communautés qu'il ou elle représente, et pour pouvoir exercer véritablement sa fonction de parlementaire. Merci beaucoup pour ces belles réponses à ces questions, réflexions autour de la fonction parlementaire. Je pense que c'est une question, on l'a vu depuis hier, qui interpelle tout le monde, donc je vais laisser la parole à l'assistance pour interagir justement avec les panélistes. Donc si il y a dans la salle des intervenants qui veulent réagir sur un des éléments qui ont été abordés. Honorable Président Delphine. Merci. J'espère que le traducteur est là. A minha participação neste painel começa logo pela pergunta que fez no início. Se precisamos de um outro parlamento para prevenir ou ter ações no momento das crises. Eu julgo que não. Eu acho que os parlamentos que existem hoje estão preparados e vocacionados para dar resposta às crises. Mas é preciso nós definirmos o conceito das crises. Uma vez definido o conceito das crises, trabalhar de forma proativa e não reativa. Ou seja, nós, os parlamentos africanos sobretudo, não agimos na prevenção, agimos no momento das crises. Dizia aí uma das oradoras que há crises previsíveis e crises não previsíveis. Mas no contexto do mundo cotidiano, quase já não existem crises imprevisíveis. Porque temos que ver quais são as origens das crises. Só que nós vamos para o ato das crises sem ver as suas origens. Quer crises de instabilidade política, golpe de Estado, manifestações que demoram muito tempo na rua, a população que invadem as instituições públicas. Esta crise é previsível. As guerras, os conflitos étnicos, religiosos, territoriais, são previsíveis. As crises sanitárias, em alguns casos, também são previsíveis. Ora, o que é que nós devemos fazer, os nossos parlamentares? A ação tem que ser de prevenção. Qual é a ação de prevenção? Se nós temos um país, temos uma população, e nós não trabalhamos numa perspectiva de equilíbrio social, fazer com que os cidadãos se sintam integrados, que há oportunidade para todos, a questão de transparência, a questão de boa distribuição de riqueza nacional, porque isto é que está na base dos conflitos. Quando a riqueza não é bem distribuída e há muita pobreza em relação a uma meia dúzia de pessoas ricas, é uma crise previsível. Pode demorar anos, mas vai haver, vai acontecer. E se nós trabalharmos nas prevenções, acho que o papel dos parlamentares não é apenas a ter aquilo que são as suas competências primárias,
de legislar, fiscalizar e representar. Há uma outra, que aí, quando dizia para mudar de paradigma, que é mudança de mentalidade dos parlamentares. Porque se nós não mudarmos de mentalidade, continuamos a fazer política numa perspectiva de oposição ao poder, sem a nossa independência intelectual, de agir em consciência, tomar decisões em momento oportuno, independentemente de pertencer ao poder ou à oposição, mas ver em primeiro lugar os nossos países e a nossa população. Quando nós mudamos desse paradigma e começar a fazer política com lisura, com transparência, garantidamente que vamos evitar as crises. Temos a crise de pandemia Covid-19. Pode-se dizer que é imprevisível. Se em alguns casos trouxe-nos uma desgraça, nos outros casos podemos dizer que trouxe uma bênção. Porque deu-nos indicação de como agir em momento de crises graves. E falo do meu país, Santo Tomé e Príncipe, 2 ilhas pequenas, 230 mil habitantes. Se calhar é uma das localidades de um dos países qualquer aqui presente. A previsão do OMS na altura para Santo Tomé e Príncipe era, no primeiro mês da crise de pandemia Covid-19, termos 4.000 infectados, 800 internados, 200 casos de morte, óbitos. Obviamente que toda a gente ficou atrapalhada, num horizonte de 230 mil habitantes, 4.000 infectados, 800 internados, 200 mortos. É uma crise grave. Então, direcionamos o quê? Todo orçamento, todos os apoios para combate à pandemia Covid-19. Mas eu pergunto, nós não tínhamos como fazer isso melhor? Antes da crise? Tínhamos sim. Tínhamos sim. Porque há coisas que eu falo aí de setores de educação, da saúde pública, que nós nos países africanos, sobretudo da subsaariana, nós não atacamos muito a questão da saúde pública. Estamos muito virados à saúde curativa. E na saúde preventiva, podemos evitar muitas crises sanitárias. África, para evitar muitas crises sanitárias, o que é que devemos fazer? Não é só legislar, mas é sensibilizar, educar, desde as crianças. A questão de higiene, saneamento, e do lado do governo, água potável às nossas populações. Já é uma prevenção. Mas para isso temos que ter um orçamento com prioridades bem definidas. A definição de prioridades é fundamental na elaboração de orçamentos. Mas de forma desapaixonada. Porque se formos fazer um orçamento com paixão, numa perspectiva de eleger-nos nas próximas eleições, então só vamos fazer algo que a população nos pode dar valor e nos eleger, ao invés de ver o horizonte no total e quais são as nossas prioridades. Portanto, eu julgo que se nós trabalharmos com isenção, os deputados, os parlamentares, com isenção, com transparência, com lisura, desapaixonada, definir prioridades com o governo, garantidamente que nós podemos
contrariar todas as crises, mas todas elas. Muito obrigado. Merci beaucoup, honorable président, pour cette belle intervention qui nous interpelle sur une gestion prévisible, une mentalité de gestion prévisible des crises au niveau des parlements et qui doit être une gestion orientée sur l'intérêt général. Je vais encore prendre une intervention parce que nous sommes très limités dans le temps. Donc, une dernière intervention du public avant de redonner la parole aux panélistes. Oui, honorable. Oui, allez-y. So thank you very much for giving me this opportunity. My name is Mohamed Adams Sokaro, a member of parliament from Ghana. With regards to this particular topic, I want to use my country as example. During the COVID era, Parliament of Ghana actually passed a law that enabled the president to impose restrictions because it was difficult for Parliament to meet as always to look at or to scrutinize government's policies. And so there was a law that was passed, Government Imposition Restriction Act 2020, and the act number was Act number 1020. And that gives the president the powers to impose restrictions and also applies sanctions. And also, the president could also grant tax exemptions as far as whatever expenditure or a particular transaction was in relation to addressing the COVID situation. But one challenge in this is this parliament and exercising or in giving this trying to pass this particular act to enable presidents exercise or the executive exercise his powers. We ought to be measured because this can come back to harm the very citizens you're trying to protect, in the sense that in Africa, you know the kind of partisan politics or democracy we practice here. And so giving such powers to the executive, sometimes it can be abused in terms of hunting political opponents, also can be abused in terms of the tax exemption, giving tax exemption to perhaps businesses that are owned by the executive's relatives or, the political, parties, colleagues. And it has its own advantages and disadvantages. So as members of parliament, when we're trying to address issues during crisis, we ought to imagine, we must look at the kind of policy or the kind of support we as members are trying to give to the people, the very same people we're trying to protect. Just that like I was mentioning, it can, tend to be something that can be a tool for witch hunting political opponent also. That's my experience that I've seen in Ghana. Thank you. Merci beaucoup, honorable, pour le partage de cette expérience du Parlement ghanéen. Nous allons à présent clôturer le débat en revenant aux panélistes en 30 secondes. En 30 secondes. S'il y a un takeaway, s'il y a quelque chose que vous voudriez que l'Assemblée ici retienne de cette discussion que nous avions eue, de cette réflexion que nous avions eue sur le rôle du parlementaire face aux crises, quel va être ce takeaway, cette leçon-là? Bon, en 30 secondes. Moi, je vais parler la dernière. Honorable. D'accord. Takeaway, oui.
Moi, ce que j'aimerais qu'il soit retenu de cette question sur la crise et la fonction parlementaire, c'est encore une fois, j'insiste sur le fait que le parlementaire est responsable devant la population. Le parlementaire doit se dépasser et être capable, je le disais tout à l'heure, de se défaire de l'emprise gouvernementale, sachant que même quand les gouvernants sont élus sur un programme, le contexte évolue et amène à faire évoluer le programme. Et ce sont les parlementaires, à défaut d'une démocratie directe, qui portent la voix de la population pour dire quelles sont les nouvelles exigences, quels sont les nouveaux besoins. Et c'est le rôle du parlementaire de faire passer le message aux gouvernants et ne pas se laisser prendre en otage. Le parlementaire a cette responsabilité de se lever et de donner de la voix pour rectifier ce qui doit l'être en termes d'orientation politique de l'action publique. C'est important, c'est notre responsabilité et c'est notre seule et unique responsabilité, dirais-je. Merci beaucoup, honorable. Honorable Keliopa, what will be your takeaway from the discussion? Thank you, the moderator. I think from the presentation we've had so far, the conditions in the respective countries are the same. However, as a parliament of the respective country and the region at large, although we are facing those difficulties, but we have to stand on our role as a parliament, despite all the difficulties. Time may come that the situations we have, be it the situation of the conflict, the economic crisis, name them, we will be in a position to assume our full responsibility as parliamentarians and do what is expected of us. Thanks. Thank you very much. Honorable Toé, pour terminer en 30 secondes. Merci bien, Monsieur le modérateur. Je voudrais dire que la leçon que nous devrons tirer de cette situation, et les parlementaires doivent se mettre dans une position de quel profit, quelle opportunité tirer des crises qui naissent pour construire des politiques publiques stratégiques efficaces pour mieux construire le modèle de société que nous souhaiterons avoir. Parce que, comme je l'avais dit, nous sommes pris en otage entre notre idéologie politique, à travers les consignes de notre parti, et les politiques publiques conduites par le gouvernement et les besoins de la population. C'est-à-dire qu'il faut allier, il faut trouver le point commun pour mieux avancer. Donc, nous avons à tirer des avantages des crises. Les crises ne sont pas que mauvaises. Il faut voir toujours quelle est l'opportunité qu'on peut tirer de la situation pour mieux avancer. Les crises nous enseignent. Merci. Merci beaucoup, honorable député panéliste, pour vos contributions, vos réflexions, vos propositions dans le cadre de ce panel. Il y a un consensus qui se dégage d'une manière générale de ces discussions que nous avions eues et des discussions qu'on a eues depuis 2 jours. C'est qu'aujourd'hui, face aux crises, face aux urgences humanitaires, urgences de développement, nous avions besoin de politiques de développement efficaces, de politiques qui permettent vraiment de construire des sociétés, comme ça a été dit, des sociétés égalitaires, des sociétés où les intérêts ou les attentes des populations sont comblés. Et pour ça, le parlementaire doit, pour éviter les crises, être dans une posture de prévention,
une porte sur d'exercice d'un leadership qui permet le changement de mentalité et qui vise l'intérêt général. Et pour ça, il y a la question dans l'exercice de cette fonction du Parlement, cette question de l'éthique du travail, de la volonté d'améliorer avec sérieux, avec engagement, les outils qui sont mis à sa disposition pour véritablement exercer ces 3 fonctions, ou sinon ces 4 fonctions, comme ça a été proposé tout à l'heure, dans l'intérêt général de la nation. Donc, merci beaucoup, panélistes, pour vos contributions. Je voudrais terminer en vous remerciant, chers participants, pour vos contributions aussi et pour l'attention que vous aviez prêtée à la discussion que nous venons d'avoir. C'est un honneur pour moi d'avoir présidé ce panel. Je vous remercie pour la confiance et je nous souhaite bonne continuation dans les discussions. Merci.